Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être au musée Lambinet. Le musée Lambinet se trouve à Versailles, c'est le musée municipal d'art et d'histoire de la ville de Versailles. Alors aujourd'hui, j'ai aussi le grand plaisir de rencontrer le commissaire d'une exposition qui va tout juste démarrer. Je suis en présence de monsieur Ronald Pauly, qui est belge, qui vient d'Anvers, qui est historien et auteur notamment, son premier livre s'appelait Les Lanciers Rouges, s'appelle toujours d'ailleurs, et vous êtes un spécialiste des portraits militaires. Vous êtes le commissaire de l'exposition, oui. mais de qui? Du peintre, un peintre que vous avez retrouvé, oui. qui s'appelle Alexandre Jean Dubois-Draonnet. Ces dates sont 1790, bravo, 1834. Il est mort jeune, le pauvre. Alors déjà, pourquoi est-il tombé dans l'oubli et comment ça se fait? Parce qu'il a eu quand même son heure de gloire à l'époque. Ou pas. À mon avis, quand on voit son parcours, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire? C'est extraordinaire parce qu'il avait accès dans les maisons de la duchesse de Berry, les Orléans, le roi d'Angleterre, le roi des Pays-Bas, donc toutes les cours d'Europe. Il avait ces accès-là. Et à mon avis, c'est commencé dès le moment qu'il est passé en Angleterre. Il est passé en Angleterre pour faire une série disons, une centaine de petits portraits militaires pour le roi Guillaume IV. Et à ce moment, il a presque plus fait des portraits. De civils? De civils ou même des militaires, parce que les militaires, c'était son clientèle à la fin. Il a mis tous ses œufs dans le même panier? Et il était un peu oublié. En plus, en 1831, il y a Charles Cabet, si je ne me trompe pas, qui écrit son dictionnaire sur les peintres français du 19e. Et là, on voit les premières erreurs. Ah oui? C'est même pendant la vie de Dubois-Draonnet qu'on voit les erreurs. La date de naissance, fausse. Il y a confusion entre son beau-père, qui était Pierre Draonnet, et le peintre Dubois-Draonnet. Ensuite, il y a une troisième entrée dans le dictionnaire, c'est Alexandre Jean Dubois. Donc on a Alexandre Jean Dubois, Alexandre Jean Dubois-Draonnet, et on a Pierre Draonnet. Oui, ça fait des confusions. Ça fait confusion. En plus, ils attribuent des œuvres de Pierre Draonnet à Dubois, mais aussi à Dubois-Draonnet. D'accord, bon, c'était vraiment mal parti. Voilà. Hein. En plus, il est tombé dans l'oubli, mais aussi, et ça c'est marrant, c'est sa veuve est passée, après son décès, elle a vendu tout, est passée à Paris, et personne ne parle de Dubois-Draonnet. Ça alors? À son décès, elle a acheté une concession au cimetière Saint-Louis, mais après, si je ne me trompe pas, après 13 ou 14 années, elle a vendu la concession de son mari. Donc, il était fait pour être oublié. Il est vraiment oublié. Ouais, il y avait un sort. Alors justement, ce Alexandre Jean Dubois-Draonnet, je ne l'ai pas dit, il a des attaches avec Versailles, parce qu'il est venu vivre à Versailles. Il s'est marié donc avec la femme dont vous parliez, qui était la fille d'un peintre décorateur, donc Jean Draonnet. Et il a accolé le nom de son épouse à son nom à lui. Voilà. Bah après, ça fait des confusions, hein. Il l'a cherché. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que Pierre Draonnet, il avait une entreprise. Une entreprise de peintre décorateur, disons. Il travaillait pour le château. D'accord. Et c'est après le décès de son beau-père, il a repris, donc Alexandre Jean Dubois a repris l'entreprise. Pas de son vivant. Et probablement pour ça, il a... D'accord. Et il avait un atelier à Versailles, c'est ça? Probablement. Oui, mais on ne sait pas où. Probablement, mais on ne sait pas où. Il n'y avait pas un quartier des artistes à Versailles? Je ne crois pas. On ne croit pas, d'accord. La maison où il a habité, là, il y avait une sorte d'atelier. Parce que la maison est construite en deux bâtiments. Donc, on a le bâtiment A et l'annexe B. B était plutôt pour l'entreprise. OK. Mais quand on lit la construction du global de la maison, on a l'impression qu'il y avait quand même un atelier. Il était dans quel quartier?
C'était rue Maurepas, maintenant c'est rue Général Gallieni. Ah oui, d'accord, je vois. Bon, bref. Alors cet artiste, oui. Vous l'avez donc mis en scène. Il y a à peu près 70 toiles, on est d'accord? Oui, oui. Oui. Et il y en a 2 qui sont ici en permanence, qui appartiennent au musée Lambinet. Voilà. Alors, quelles sont-elles, ces 2 toiles? C'est 2 portraits de la famille Huard, qui étaient des marchands de draps à Paris. Il y a un 3e portrait d'un Huard qui se trouve au Louvre. D'accord. Donc, on a Madame Huard et son fils qui sont ici à Lambinet. L'autre, okay. On n'a pas pu montrer l'autre. C'est au Louvre, ça devait être restauré, tout ça. Ok. Donc, voilà. Donc les autres toiles, oui. Vous les avez obtenues par des prêts, oui. Comment ça s'est passé? Des prêts. En fait, j'ai commencé à chercher il y a un peu plus que 3 ans. J'ai vraiment me jeté sur le sujet. Je connaissais, on ne parle pas de la série qui se trouve en Angleterre parce que ça fait partie de la collection royale. D'accord. On a là une 95 petits portraits dont on a quelques exemplaires. Ce sont des copies. Cette fameuse série qu'il a un peu coupée du monde. Voilà. À côté de ça, je connaissais environ une vingtaine de tableaux. D'accord. Mais vous les avez découverts comment, ces tableaux? En faisant des recherches. Par votre intérêt pour le... Tout est commencé avec le premier livre. Ce sont les Lanciers Rouges, parce qu'il était dans le régiment des Lanciers Rouges. Il s'est engagé volontaire. Voilà. Il était ici à Versailles. Ouais. Et en fait, c'est le début... Je ne dis pas vraiment le début de sa carrière parce qu'il peignait déjà avant qu'il ait entré dans l'armée. Mais voilà, on ne peut pas dire s'il n'a pas été dans le régiment, qu'est-ce qui était devenu son parcours. Il était déjà peintre, voilà. Professionnel. On peut dire, enfin, gagner sa vie. Oui. On peut dire peintre de salon. Il était en 1812, il était déjà au salon. Voilà, il a fait tous les salons. Ouais. Voilà. Presque. Et il presque. Pendant sa vie, il a fait les salons de Paris, Gand, Bruxelles, Royal Academy, oui, il était 2 vraiment, fois à Londres. Donc, oui. Voilà. Donc, là où il pouvait exposer dans les salons, il était. Donc, ici à Versailles, il a vraiment commencé à peindre les généraux et les officiers supérieurs, les officiers de son régiment. Mais c'était de son travail à l'armée ou je faisais ça en plus? Ça, c'est un détail très curieux parce que il faut recommencer. Il faut retourner en 1812. Allons-y. En 1812, il avait déjà échappé à 2 conscriptions. Ah oui? En payant? En payant ou avoir la chance dans la loterie. D'accord. Parce qu'à la fin, la conscription, c'était une loterie. 1813, qu'est-ce qu'on voit? Napoléon a été battu en Russie. Il n'y avait plus d'armée. Le maréchal Berthier, le premier livre la première lettre de 1813 qu'il envoyait à l'empereur, c'était en disant « Sire, il n'y a plus d'armée ». Bon, comme lettre de Nouvel An. Oui, il y a mieux. Il y a mieux. Donc, à ce moment, c'était très difficile à échapper la conscription. Les remplaçants étaient très chers. Ah, oui. Donc, on doit parler de Dubois à ce moment-là. Dubois avait le choix de ou attendre la conscription ou s'engager comme volontaire. D'accord. Comme volontaire, c'était mieux parce qu'on pouvait choisir l'unité. D'accord. Donc, il a choisi la garde impériale comme Vélite. Vélite, c'est quoi? Vélite, c'est une sorte de jeune qui entre dans l'armée. La famille paye une sorte de pension pour payer l'uniforme et ils reçoivent des leçons. C'est une sorte d'école militaire dans le régiment. Une formation? Une formation, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il choisit la garde impériale, parce que jusqu'à ce moment-là, la garde impériale, c'était un peu la garantie pour survivre les batailles. On était un peu planqué?
ils sont toujours tenus en réserve. D'accord. En 1813, bon, plus parce que... Ah, il n'y avait plus de choix. Mais bon, pour lui, la garde impériale, c'était... Le plus safe. Le plus safe. Donc il vient ici à Versailles au moment que les officiers du régiment reviennent de Russie. Ceux qui reviennent. Et il y a là le colonel-major Dubois. Le colonel aussi un Dubois, mais aucun lien entre les deux. Et ce qui est marrant, c'est après 2-3 mois, on voit que le colonel-major commande un portrait en pied de lui, un portrait en pied de sa femme et de ses enfants. Ce sont des grands portraits. On a le portrait du colonel. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une sorte de connexion entre les deux. Ils sont devenus des amis parce que la façon comment il est reproduit sur le tableau, ça dit beaucoup parce qu'il y a d'autres portraits de dignitaires ou je ne sais pas, avec le peintre à côté d'eux. Ça existe, ce n'est pas une pièce unique. Mais en général, la deuxième personne ne regarde pas vers le public. C'est la personnage la plus importante qui regarde vers le public. Ici, on a un Dubois qui, tous les deux, regardent vers le public. Si moi je commande un portrait, c'est mon portrait, ce n'est pas le portrait de l'autre. Donc, ça c'est un peu spécial. C'est spécial qu'après très peu de temps, le peintre était tellement dans une bonne relation avec le colonel-major, avec le sujet, qu'il pouvait faire ça. Donc le regarder droit dans les yeux. Regarder le public comme peintre. À savoir le... Voilà. Voilà. Et ça donne une impression d'une confiance en lui-même, c'est important. Après, c'est le colonel-major qui retourne en 1816, il retourne aux Pays-Bas parce que les lanciers rouges étaient au début d'origine hollandaise. Donc le colonel-major, à ce moment-là, il est devenu général, il retourne aux Pays-Bas et c'est lui qui va demander à Dubois-Draunet de venir aux Pays-Bas pour faire des portraits de sa famille, de tous les nobles, des ministres. Et comme ça, il arrive était lancé, tranquille. Chez le prince Guillaume d'Orange. Je comprends. Qui est là? Non, ce n'est pas lui, ce sont ses enfants. Oui, bah, c'est presque pareil. Bon, d'accord. Comment on peut définir ce style de Dubois-Draunet? C'est du réalisme? Vous dites porcelanisé? Comment... C'est réaliste, c'est certainement réaliste. Il y a des portraits comme... Qui est-ce d'ailleurs? Louise d'Artois, donc la fille de la duchesse de Berry, c'est un peu comment on dit porcelanisé. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Porcelanisé. Et mais c'est un peintre de son temps, de son époque. Ouais. Est-ce qu'il avait le droit d'être vraiment réaliste ou fallait toujours un petit peu embellir les gens? À mon avis, il était peut-être pas pour la duchesse de Berry, parce que là, il y a la duchesse de Berry. Il y a des gens qui disent que c'est un peu amélioré. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que ça devait être? Je sais pas, je ne l'ai pas connu. Quand même, il y a les 2 portraits des souverains de Naples qui sont comme ils étaient. C'est vrai? C'est décrit dans les mémoires de Castellane, si je ne me trompe pas. Et lui décrit la reine et le roi, et c'est 100% comme ils sont sur le tableau. Il était quand même assez incroyable, ce peintre, parce qu'il descend d'une famille d'ébénistes. Enfin, on dit mercier, ça veut dire ébéniste, ce que vous m'avez dit. Donc, c'était des artisans d'art. Il a été baigné quand même dans une culture artistique. Il est venu comment à la peinture, en quelques mots? Parce que là, on est bientôt à la fin. Ça, je ne sais pas. Il y a toujours des questions qu'on n'a pas. Il faut savoir que il y a 3 ans, avant 3 ans, si on passe 3 ans, on ne savait presque rien. Il n'existait pas, quasiment pas. Il n'avait rien. On avait une fausse date de naissance. Mais c'est fou, on savait que
disons, ses parents, on connaissait ses parents, le régiment, donc tous de petits détails on connaissait, mais on ne savait rien concernant, en fait, sa vie, ses connexions. Et parce qu'il est un membre de cette famille, cette dynastie vraiment de grands ébénistes, ouais. À mon avis... Les Dubois. Les Dubois, à mon avis, ça l'aidé avec ce contact. D'accord. Mais oui, puisque vous dites sa famille travaillait déjà pour les cours européennes. Ils ont lancé, vous m'avez dit, c'est pas moi qui le sais, c'est vous, ils ont lancé le style Louis XV. C'est Jacques Dubois qui a lancé, donc son père, son un de ses ancêtres qui a lancé le style Louis XV. D'accord, oui, donc c'était déjà une famille très importante. C'est une famille, et à mon avis, c'est là où il avait déjà eu une éducation. Déjà artistique, entre guillemets, esthétique. Il était esthétique, certainement, mais à mon avis, il a aussi eu le savoir-vivre pour faire des contacts avec les gens. Il avait ce qu'il fallait pour les relations publiques. Voilà. Voilà. Sauf qu'après, tout s'est cassé. Est-ce que c'est normal parce que son public, c'était des familles royales? Oui, donc il y avait quand même une certaine élite. 1830, voilà. La duchesse de Berry, il était un des peintres favoris de la duchesse de Berry, et émigre en Angleterre, 1830. Donc soudain, c'est une sorte de clientèle qui s'en va. Je comprends. De l'autre côté, 1831, il reçoit une commande du roi d'Angleterre, Guillaume IV, qu'il a connu à Dieppe, probablement pendant les vacances que la duchesse les séjours que la duchesse de Berry avait chaque année à Dieppe. Parce qu'on a un dessin à ce moment-là encore duc de Clarence, qui est devenu Guillaume IV, dessiné par Dubois de Raonnet, c'est daté 8 octobre 1889. Non, 1829. Donc là, on voit déjà qu'il a été en contact avec le futur roi. D'accord. Est-ce qu'à cause de ça qu'il a reçu la commande pour faire une grande série de petits portraits en Angleterre? On ne sait pas. Donc ce sont tous ces petits détails qui manquent encore. D'accord. Ok. Et donc le lien avec Géricault, vous m'en avez parlé tout à l'heure. Le lien avec Géricault, c'est très curieux. Il faut savoir que Géricault était souvent à Versailles parce que... Ça alors, je n'étais pas au courant. Mais enfin, madame... On ne peut pas tout savoir, monsieur. Donc, Géricault avait son oncle et sa tante qui habitaient au Chesnay. Au Chesnay. Ah ben voilà. Il y a quelques kilomètres d'ici. Chesnay, c'est pas Versailles. Hein. C'est pas Versailles, mais tout près. Je plaisante. Donc, Géricault passait beaucoup de temps aux écuries de la garde impériale à Versailles pour faire des études des chevaux, mais aussi des militaires. Et au Louvre, ils ont un dessin en papier, et il y a là un portrait d'un lancier rouge en pied, dans un format pas beaucoup utilisé par Géricault. Inhabituel. Inhabituel, voilà, ça c'est le mot. Donc inhabituel pour ses croquis. D'accord. C'est aussi un autre style, parce que le visage est un peu plus détaillé. Travaillé. Ça aussi est différent que tous les autres dessins qu'il fait. D'accord. Quand on voit ce dessin et on voit l'autoportrait de notre ami qu'on a ici à l'exposition de Jean-Alexandre Dubois de Raonnet. C'est lui. C'est pas vrai. C'est lui. Ça alors? J'ai demandé à plusieurs conservateurs et experts d'art, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est le même? Et la majorité a dit, il n'y a pas de doute, c'est le même. Alors c'est un clin d'œil ou ça se faisait d'aller prendre la tête d'un autre? Mais non, c'était deux peintres
Et peut-être ils se sont rencontrés dans les écuries. Oui, mais pourquoi il a mis... Oui, c'est ça. Ah oui, donc c'était vraiment lui. Ah mais oui. C'est pas un autre à qui il aurait mis la tête d'un autre. Bon, je suis un peu tordu. Hein. Madame. Ah mais non. Bon bref, il l'a peint. Il a été peint Voilà. par Géricault. Voilà, il y a un dessin, une esquisse en pied Incroyable. de Dubois. Ensuite, en 1820, il peint un portrait d'une femme dédicacée à mon bon ami Théodore. Bon, il y a d'autres Théodore à Versailles, mais pas beaucoup, parce que j'ai vérifié. Si on prend le portrait qu'on a daté de 1820 et on le compare avec un autre portrait présumé être la tante de Géricault, mais datant... La fameuse du Chesnay. Voilà, avec laquelle il a eu une affaire et enfant. Ce tableau est daté autour de 1814. Quand on les compare, et de nouveau, j'ai demandé à d'autres gens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est les mêmes. On présume que c'est le même, parce que c'est dangereux. Avec Géricault, c'est toujours dangereux. Je comprends. En tout cas, c'est passionnant, cette histoire, cette enquête que vous avez menée. Et alors, il a eu une vie très, très riche, et bon, il avait un talent incroyable, et il est mort très jeune. Il est mort très jeune. À peine 40 ans, en rentrant de Londres. Et on ne sait pas de quoi. On ne sait pas de quoi, encore un mystère. Ouais. Il est retourné de Londres, il est passé, parce qu'ils avaient un appartement à Paris, rue La Bruyère, il a passé là et sa femme l'a emmené à Versailles parce que le climat était un peu... L'air meilleur. Voilà. Donc il est décédé ici. D'accord. Et au bout de 13 ans, sa concession, plus rien. Oublié. D'accord. Mais écoutez, sur ce, Ronald Pauly, un grand merci. C'est absolument passionnant. Je pense qu'on a un peu dépassé le temps, mais c'est pas grave. Et ça donne très envie de découvrir cette magnifique exposition dont vous êtes le commissaire. Et j'espère à très bientôt. Merci pour tout. Au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis.